Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Une délégation d'experts pour l'observation des élections législatives du dimanche 31 juillet au Sénégal a foulé le sol sénégalais ce jeudi. Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso et ancien président de la commission de la CEDEAO, est mandaté pour suivre avec son équipe le déroulement du scrutin. À suivre dans un instant l'état d'esprit dans lequel il aborde cette mission. Ensuite, tirage au sort de l'un des grands lots mis en jeu dans le cadre de la tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts. La cérémonie a eu lieu ce jeudi et a permis de connaître le gagnant du véhicule de 25 millions de francs CFA. Et puis enfin, remise officielle des agréments UEMOA et CEDEAO. Elles sont au total 21 entreprises à recevoir ce 28 juillet leur preuve de certification. Il s'agit des structures transformatrices d'ananas. Elles peuvent positionner désormais leurs produits agricoles sur le marché régional et puis international. Et c'était là le sommaire de ce 13 européen. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Direction Sénégal, à la tête d'une délégation d'experts pour l'observation des élections législatives du dimanche 31 juillet au Sénégal. Le chef de la mission de la CEDEAO a foulé le sol sénégalais ce jeudi. Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso et ancien président de la commission de la CEDEAO, est mandaté pour suivre avec son équipe le déroulement du scrutin. Juste à son arrivée à Dakar, Kadri Désiré Ouédraogo a dévoilé l'état d'esprit dans lequel il aborde cette mission. On va l'écouter au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoin. Alors permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude au président de la commission, son Excellence Aliou Oumar Touré, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne pour diriger la délégation d'observation de la CEDEAO aux élections législatives du Sénégal. Comme vous le savez, les élections sont toujours un moment fort de la démocratie. Et la CEDEAO, conformément à ses protocoles, est là pour assister le Sénégal pour la parfaite réussite de ces élections. Bien sûr, nous sommes observateurs, mais nous voulons lancer un appel à tous les acteurs, à la société civile. Et cet appel, c'est que chacun juge de la sérénité, de la tolérance, de la paix, pour que ces élections se déroulent de façon consensuelle, se déroulent dans la sérénité et se déroulent dans la transparence. C'est notre vœu le plus cher. Et à la tête d'une délégation d'observation de quelques 49 observateurs, nous comptons jouer ce rôle que la CEDEAO nous a confié, d'être témoins de ces élections législatives. Alors nous souhaitons que ces élections se déroulent donc dans la paix et nous sommes prêts naturellement à jouer notre rôle, naturellement à équidistance de tous les acteurs, mais également en étant fermes sur les principes de la CEDEAO. Et naturellement, nous commencerons par consulter tous les acteurs intervenants dans le processus de ces élections, à commencer par les autorités gouvernementales. Nous rencontrerons également les partis politiques, nous rencontrerons les acteurs de la société civile et bien sûr nous échangerons avec les autres missions d'observation présentes au Sénégal. Nous nous en tiendrons naturellement avec nos propres observateurs pour des consignes avant leur déploiement sur le terrain. Et nous consulterons également les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO basés au Sénégal. J'appelle les électeurs à sortir massivement parce que de leur participation dépend le succès des consultations électorales. Je les appelle également à tout moment de garder à l'esprit l'intérêt supérieur du Sénégal et de conforter cette démocratie qui est un exemple pour nous et je dois dire pour toute l'Afrique. Et nous espérons que tous feront en sorte pour que la réputation du Sénégal soit maintenue. En tout cas, c'est notre souhait et nous allons y contribuer. Et puis les élections législatives au Sénégal s'annoncent dans un climat très tendu, marqué par des manifestations parfois violentes.
La campagne électorale prend fin ce vendredi 29 juillet. Pendant 2 semaines, les candidats issus de 8 listes en compétition ont décliné leur vision pour la prochaine mandature de l'Assemblée nationale sénégalaise. Alors quels sont les enjeux de ces élections législatives? Francis Gabriel Oké, chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, nous donne ici des explications. Et les enjeux de ces élections législatives au Sénégal, vous savez, le Sénégal a une culture démocratique. Et nous pouvons dire que le premier enjeu, c'est de voir, au vu des événements, des derniers événements dans ce pays, et si le taux de participation à ces élections sera acceptable. Donc, il y a cette question. Si les électeurs se déplacent nombreux pour ces élections, ça veut dire qu'ils veulent manifester un choix. Donc, il y a ce premier élément. Et n'oublions pas qu'il y a l'enjeu sécuritaire aussi qui plane sur tous nos États. Donc, et tout ça rassemblé, nous voyons. Et ensuite, un troisième enjeu, c'est que ces élections constituent un test pour les élections, avant les élections présidentielles. Donc, je pense que les 8 partis en liste doivent mettre tout en œuvre pour faire une démonstration de force, parce que ça risque d'influer sur les prochaines présidentielles de 2024. Et le peuple sénégalais a cette culture de maintenir. Et ce qu'on peut voir d'intéressant dans l'attitude du peuple sénégalais, c'est quand ils savent faire leur choix au moment où il faut. Et c'est très déterminant. Et le Sénégal fait partie des États de l'Afrique de l'Ouest qui organisent des élections, continuent d'organiser les élections par le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la direction générale des élections. Mais quand même, les résultats sont toujours bien organisés et transparents. Donc je pense que c'est un exemple à suivre, cet exemple de professionnalisme. Et le peuple choisira ses députés dimanche, et nous, on observera. Parce qu'à ce stade, nous ne pouvons pas faire de commentaires, nous ne pouvons qu'observer. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que le peuple sénégalais va démontrer encore une fois sa capacité de choisir sur des critères objectifs ses représentants au Parlement. Et puis on revient au Bénin à présent, les 26 et 27 juillet, la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement, climat de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a tenu sa première session ordinaire de l'année 2022, une session qui s'est déroulée à Grand Popo dans le département du Mono. Elle a porté notamment sur les énergies renouvelables. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Messan, Florent Dehoux. L'hôtel Bellazur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, accueille dans son antre, et ce pour 48 heures, des élus locaux et communaux. Ils sont ici au titre de la première session 2022 de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement, climat, AFATEC, de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Cette première session de l'année 2022, qui a été initiée par le président de l'ANCB, est une session qui est la bienvenue parce qu'elle nous permettra de débattre de quelques thématiques. Et au nom de cette thématique-là, nous avons au niveau de l'ANCB comme priorité de sonder des marchés pour les communes. Et au cours de cette session, nous allons réfléchir au marché carbone. Parce que sur les questions liées au changement climatique, il y a beaucoup de financements qu'on peut capter. Et nous avons invité des experts. Discussions et concertations autour de quelques communications et exposés sont au menu de cette rencontre. L'ANCB, pour la circonstance, a fait appel à quelques ONG et agences de l'État, à l'image de l'ABERM, l'ANAT et l'ANDF. Déjà, dans cette matinée, nous avons eu droit à un certain nombre de communications avec l'agence ABERM, qui a échangé avec les élus sur les expériences qui sont déjà réussies et mises en œuvre et réussies dans le secteur des énergies renouvelables au Bénin. Nous avons également eu le secteur privé qui, sur la base de ces initiatives d'énergie renouvelable,
est aller au-delà pour également édifier les communes sur la possibilité donc d'obtenir des crédits carbone, des financements carbone, c'est-à-dire ce sont des subventions qui leur permettent d'aller plus loin dans les initiatives qu'ils ont déjà entreprises en termes d'atténuation des gaz à effet de serre dans leur commune. Nous avons donc échangé sur ces initiatives réussies et tout à l'heure, les participants iront en commission pour donc étudier tout ce qui leur est proposé et faire des options qui sont profitables pour les communes sur lesquelles l'ANCB va continuer de travailler et que l'ANCB va capitaliser pour la mise en œuvre des projets prochains en cours de financement au niveau de l'association. Le but de cette session est de permettre aux ONG et structures invitées d'aider les élus à réfléchir sur comment opérationnaliser la loi sur le partenariat public-privé au niveau communal afin de permettre aux communes de pouvoir faire usage de cet outil pour aller vers des investissements au niveau communal. La commune d'Aplaroué, dans le département du Koufo, abrite depuis ce mardi un colloque scientifique marquant le 10e anniversaire de l'opérationnalisation de son tribunal de première instance de deuxième classe. Le colloque est placé sous le thème « L'homme, la terre, la justice ». Les réflexions durent 2 jours et voici le compte-rendu. Le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué, après 10 ans de fonctionnement au service des populations des communes de Koulekamé, de Diakotomé et d'Aplaroué, marque un arrêt pour faire sa rétrospection. Et ceci à travers ce colloque scientifique qui ouvre en cette belle matinée du mardi 26 juillet 2022 ses portes. 26 juillet 2012 et 26 juillet 2022, cela fait exactement 10 ans que le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué offre ce service aux populations des communes d'Aplaroué, de Diakotomé et de Koulekamé, et a permis au département du Koufo de se mettre remarquablement à l'abri de la grande criminalité et de se consacrer à la réalisation au quotidien des droits des enfants, des droits des femmes et de s'occuper véritablement des questions de la sécurisation de nos terres et du bien-être de nos populations. Ce colloque scientifique placé sous l'égide du préfet du Koufo constitue une occasion pour les acteurs de la justice et toute partie prenante de mettre la lumière sur les activités de ce tribunal durant la décennie qui s'achève. Il est placé sous le thème « L'homme, la terre et la justice ». Le thème très évocateur de ce colloque est décliné en 6 sous-thèmes qui englobent les 3 axes cristallisant l'activité judiciaire du tribunal d'Aplaroué, que sont la grande criminalité, la justice pour mineurs et la justice foncière. Cette juridiction est animée par 7 magistrats, 6 greffiers et 8 agents. Elle couvre les communes de Koulekamé, Diakotomé et Aplaroué pour une population d'environ 543 000 habitants. Elle relève de la cour d'appel d'Abomey. En décidant de la mise en service de ce tribunal, le gouvernement avait certainement en vue de soulager les peines des populations de Koulekamé, de Diakotomé et d'Aplaroué, qui devraient parcourir des dizaines de kilomètres jusqu'à Lokossa pour avoir accès à un juge. Oui, je voudrais prier Monsieur le garde des Sceaux de poursuivre les efforts en liaison avec tout le gouvernement dans le but de rendre fonctionnel, le tribunal de première instance de deuxième classe de Dobo. Je voudrais humblement demander à Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation de nous aider à avoir une maison d'arrêt à Aplaroué. Outre ce colloque scientifique, plusieurs autres manifestations sont prévues pour agrémenter ce 10e anniversaire du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué.
Des juristes, historiens et bien d'autres universitaires réfléchissent bien entendu à Cotonou autour des mécanismes de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. C'était la faveur d'un colloque national de 2 jours sur le genre, une initiative de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques en partenariat avec le Creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires et soutenue par l'Institut national de la femme. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la présidente de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée Zizinoroy. On va faire le point dans ce reportage. Genre de l'égalité abstraite à l'égalité concrète. C'est autour de ce thème que juristes, politistes, historiens et bien d'autres universitaires ont été mobilisés par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques et le Creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires pour contribuer à élever les obstacles liés à l'application des lois y afférentes. Le défi le plus important pour la SCAP, c'est de partir du constat qu'en matière du genre et des droits de la femme et des relations entre hommes et femmes, il y a tellement de railleries qu'on se demande est-ce qu'on peut avoir un colloque intellectuel de ce haut niveau sur des questions aussi sensibles. D'aucuns diront un colloque de plus. Eh bien, soit. Un colloque de plus, certes. Mais tant que nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions, nous devons discuter, continuer de discuter jusqu'à la dernière minute. Discuter pendant 48 heures autour des thématiques bien précises pour passer des contingences théoriques des tests de loi à la réalité pratique, l'initiative bénéficie du soutien de l'Institut national de la femme, dont la première responsable salue le thème choisi. C'est un questionnement qui s'impose au regard de l'évolution extraordinaire et spectaculaire que notre pays connaît en matière d'élimination des inégalités depuis 2016. Sous le leadership d'engagement et de pragmatisme du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui nous démontre par des actes à plusieurs égards que la concrétisation de l'ardent vœu collectif d'une société égalitaire est bien possible avec une volonté politique manifeste et agissante. Dans son intervention à l'ouverture des travaux, la présidente de la Haute Cour de justice a mis l'accent sur le sens de discernement des efforts pour l'émancipation de la gente féminine. La participation de la femme au développement, c'est de saisir sa place, sa juste place. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que les femmes doivent être prêtes à envahir l'espace public et politique, envahir l'espace politique et public. Il faut donc que les femmes écrivent l'histoire au lieu de la subir, et ce colloque leur offre justement l'une de ces tribunes d'expression. Au cours des 2 jours, les différents points de vue des participants seront entrecoupés de communication. Celle inaugurale, portée sur égalité femmes-hommes à l'aide du renouveau démocratique, a été animé par Dandy Nyamou, agrégé de droit public et professeur titulaire des universités. Madame Marie Jaffran. Et puis je vous l'annonçais en titre, tirage au sort de l'un des grands lots mis en jeu dans le cadre de la tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts. La cérémonie s'est tenue ce jeudi et a permis de connaître le gagnant du véhicule de 25 millions de francs CFA. Occasion pour les acteurs de sensibiliser les clients des entreprises à toujours réclamer leurs factures normalisées lors des opérations d'achat. Clément Achadi, mon fils de Sabouran. Le jeu tombola des factures normalisées instauré par la Direction générale des impôts connaît l'une de ses phases importantes. Ce jeudi, les parties prenantes sous la supervision d'un huissier de justice ont procédé au tirage au sort du grand lot, un véhicule d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Une cérémonie qui a permis à la Direction générale des impôts de faire un bilan à mi-parcours de la réforme des factures normalisées. Ce tirage au sort du grand lot a été également l'occasion de remise des lots de 200 et 100 000 francs à 13 gagnants. Passé ces étapes,
Le tirage au sort du grand lot a été fait en toute transparence et devant un huissier de justice. À l'arrivée, la machine dévoile le gagnant du véhicule de 25 millions de francs CFA. Son nom, Adonis Rompati. La tombola des factures normalisées ne s'arrête pas sur le présent tirage au sort de l'une des deux voitures mises en jeu. Elle se poursuivra, mais sous un nouveau format mettant en jeu 102 lots en espèces par mois, lesquels lots varient de 20 000 jusqu'à 500 000 francs CFA. Je vous invite donc à toujours réclamer les factures normalisées lors de vos différentes opérations d'achat, à surtout les scanner via notre application MECEF Bénin, disponible sur Play Store ou App Store, au fait de participer aux jeux. Absent, l'heureux gagnant recevra son lot dans les tout prochains jours, après avoir fait des formalités administratives près de l'huissier de justice. Avec cette réforme des factures normalisées, les recettes de l'État ont connu une augmentation importante ces dernières années et favorisent la réalisation de nombreuses infrastructures dans le pays. À la fin de cette cérémonie de tirage au sort, le directeur général adjoint des impôts a invité les citoyens à réclamer leurs factures normalisées à chaque opération d'achat de biens ou de services. Et puis dans la suite de ce trésor Bénin, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jeudi la journée mondiale contre l'hépatite. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé a procédé au lancement du dépistage des hépatites du personnel de la santé. C'est à la faculté des sciences de santé à Limoumouni et des Rompévis pour le compte rendu. Si le gouvernement organise cette campagne de dépistage des hépatites au profit du personnel de la santé et des étudiants de la faculté des sciences de santé, c'est parce qu'ils représentent le corps à risque selon les statistiques enregistrées au plan national en 2021. C'est aussi le but visé par l'édition 2022 de la Journée mondiale contre l'hépatite, dont le thème est intitulé « Rapprocher les soins de l'hépatite des communautés pour conjuguer les actions préventives et curatives en ciblant en priorité les professionnels de santé en formation et ceux déjà en exercice ». Cette initiative vient en complément des nombreuses actions concrètes qui sont menées depuis 2016 au Bénin pour lutter contre cette maladie, notamment le vote de la loi portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C promulguée en 2017, la prise en charge de l'hépatite C pour toute personne dépistée positive depuis 2019 et, comme je le disais tantôt, la vaccination systématique de tous les nouveau-nés dans les 24 heures suivant la naissance, et cerise sur le gâteau, la création du programme national de lutte contre les hépatites pour coordonner les stratégies de lutte. Nous évoluons et bientôt, nous allons avoir le dépistage systématique et gratuit de l'hépatite virale B chez toutes les femmes enceintes. L'hépatite est une maladie qui paraît banale, dont les conséquences sont graves. À l'occasion de cette édition 2022, de la Journée mondiale contre l'hépatite, outre les engagements politiques et financiers attendus de nos décideurs nationaux et régionaux au profit de la lutte contre les hépatites, l'OMS recommande de promouvoir la sensibilisation et l'éducation du public. Face aux étudiants de la FSS, le ministre de la Santé a prodigué des conseils avant de visiter le site circonstanciel érigé pour le dépistage. La campagne dure toute la journée du 28 juillet dédiée à la lutte contre cette maladie. Le chef du 8e arrondissement de Cotonou a organisé une séance de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme et les maladies hydriques. C'est une initiative mise en place avec plusieurs partenaires, dont principalement l'organisation non gouvernementale Bethesda. La séance de sensibilisation des populations s'est tenue ce mercredi à Sainte-Rita. La population de Sainte-Rita, fortement représentée par les femmes, a cet appel du chef du 8e arrondissement de Cotonou. La rencontre est une séance de sensibilisation pour lutter contre le paludisme et les autres maladies hydriques. Il s'agit donc d'une activité très importante qui vient à point nommé dans le contexte actuel de saison pluvieuse où
les centres de santé de notre arrondissement enregistrent plusieurs cas de maladies de paludisme et autres infections hydriques, notamment chez les enfants. Ne pouvant pas rester insensibles à cette situation, nous avons pris l'initiative de mobiliser certains partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans notre mission. La société ITB, l'Organisation de développement de Sainte-Rita Audacer et l'ONG Bethesda sont les partenaires qui accompagnent l'initiative. La sensibilisation s'est axée autour de la thématique du paludisme, ses causes et ses conséquences. Et même si les communications ont également porté sur d'autres maladies hydriques, le conseil des organisateurs demeure toujours la propriété. La lutte contre le paludisme passe avant tout par les moyens préventifs. Il s'agit, n'est-ce pas, de la salubrité, voyez-vous, au niveau du milieu, l'hygiène du milieu, hein, et aussi être regardant sur les premiers signes du paludisme au niveau des enfants et des femmes enceintes pour vite aller au centre de santé pour se faire traiter. Et dans la logique de cette séance de sensibilisation qui vise la prévention contre le paludisme et les maladies hydriques, des moustiquaires imprégnés sont distribués aux participants. Cette séance de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme et les maladies hydriques est l'une des activités de la série prévue par le chef du 8e arrondissement de Cotonou pour le bien-être de ses administrés. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé, atelier de lancement des projets combler les écarts en santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales ont procédé à l'ouverture des travaux ce mardi à Cotonou, un projet financé par la Banque islamique de développement et qui propose des solutions aux populations aux problèmes de santé, accès aux soins, de formation des acteurs de santé et la question de la nutrition au Bénin. Clément Akadé, Henri Canty. Le projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition, officiellement lancé par cet atelier. Une réponse des acteurs publics et privés pour faire face aux limites financières et géographiques qui constituent un blocage à l'accessibilité aux services de santé des populations. Un projet à 3 composantes soutenu par la Banque islamique de développement et les partenaires techniques et financiers avec une contribution du Bénin. Nous nous plaisons de rappeler la très bonne collaboration entre la BID et le Bénin qui se traduit par le volume, la diversité et la qualité du portefeuille. En effet, depuis le début de la coopération, le groupe de la Banque islamique a mobilisé pour le Bénin plus d'$1 milliard. C'est à cet effet qu'il est important d'assurer non seulement la bonne préparation des projets, mais aussi leur assurer un bon démarrage pour permettre la qualité à l'entrée. Nous voudrions donc rappeler que l'organisation de ce type d'atelier, cet atelier de lancement de projet, constitue une étape fondamentale pour l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre. Cet atelier de lancement du projet a été l'occasion pour la représentante résidente de l'OMS au Bénin ainsi que les autres acteurs de réaffirmer leur engagement pour des soins de qualité, une main-d'œuvre de qualité et la problématique de la nutrition. Pour le ministre de la Santé, ce projet est une suite logique de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Notre pays, le Bénin, fait face à un manque de ressources humaines en santé. En effet, nous avons 7,7 agents de santé pour 10 000 habitants contre une recommandation de l'OMS de 25 pour 10 000. À cela s'ajoute la répartition géographique déséquilibrée des effectifs avec 79% du personnel qui est concentré dans les centres urbains. C'est dans ce corpus qu'est né ce projet structurant que nous lançons ce jour. Avec sa composante santé communautaire, il est conçu pour répondre aux besoins de la promotion de la santé et de la prévention des maladies et pour rapprocher les services de santé de nos populations. Sa dimension ressources humaines permettra de réduire les problématiques de manque de personnel qualifié
dans les zones périphériques. Enfin, sa composante nutrition favorisera une alimentation saine et suffisante au bénéfice de nos enfants. D'un coût global de plus de 30 milliards de francs CFA, le projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition a une durée de 5 ans pour sa mise en œuvre et va impacter 525 000 ménages dans les communautés rurales. Je vous l'annonçais également en titre, remise officielle des agréments UEMOA et CEDEAO. Elles sont au total 21 entreprises à recevoir ce 28 juillet leur preuve de certification. Il s'agit des structures transformatrices d'ananas. Elles peuvent positionner désormais facilement leurs produits agricoles sur le marché régional et puis international. Les images. Des entreprises de transformation d'ananas du Bénin reçoivent leur agrément de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Sur un total de 113, seulement 21 sont éligibles pour adhérer au marché régional et renforcer leur positionnement en Afrique de l'Ouest. Un événement rehaussé par la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que son collègue de l'Industrie et du Commerce. Nous allons continuer d'être présents sur le commerce régional et international avec des volumes d'exportation de produits d'ananas de plus en plus croissants vers les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'économie du Bénin est basée sur l'agriculture. Je vous veux plus présent sur tous les marchés. Consommons béninois aussi, consommons local. Issu de l'analyse diagnostique, il en ressort que 24 entreprises sont éligibles pour entrer dans le processus d'obtention de l'agrément UEMOA-CEDEAO, conformément aux critères régionaux définis par la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et 47 autres entreprises ont besoin de renforcement de capacités préalables avant de s'engager dans le processus d'obtention des agréments. Au demeurant, sur les 24 entreprises engagées dans le processus, 21 ont pu franchir les différentes étapes du processus d'agrément avec un total de 238 types de produits dérivés ananas agréés. Le programme de développement de l'entrepreneuriat de la filière ananas d'Enabel, l'APIES et l'ATDA7 et les autres acteurs du domaine s'engagent à soutenir les entreprises pour plus d'exportation des produits agricoles. Les bénéficiaires remercient les porteurs du projet et les autorités publiques. Aujourd'hui est un grand jour. Pour nous, c'est le ticket qui nous ouvre la porte des marchés régionaux. Je voudrais, au nom de tous les récipiendaires, vous promettre de faire bon usage et d'œuvrer inlassablement à respecter les normes de qualité et à hisser notre cher pays, le Bénin, très haut à l'échelle internationale avec nos produits. C'est un gage de reconnaissance de la qualité, de l'effort fourni pour transformer les produits de la sous-région. Et j'en parlais tout à l'heure, nous allons continuer donc de travailler sur ces mécanismes-là en vue de les affiner pour que ces mécanismes soient reconnus au plan international. La ministre de l'Industrie et du Commerce encourage les récipiendaires à innover afin de valoriser la filière ananas au Bénin. Jus d'ananas, ananas séché, cocktails sont les produits transformés par ces diverses structures. À cette occasion, des stands ont été visités par les participants afin de découvrir la créativité des entreprises agricoles. L'agrobusiness. Et bien voilà, tradition à présent pour finir ce 13h au Bénin, cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la famille collectivité Soglo. Les rituels se sont déroulés au palais central d'Abomey. C'était en présence des membres de toute la famille. Cette succession qui est effectuée dans la paix est le signe de l'entente entre les membres de la collectivité. Les détails dans ce reportage. D'une solennité officielle, les manifestations ont connu la présence des filles et filles de la famille venues de divers horizons. Les cérémonies viennent clôturer les obsèques du défunt chef de la collectivité Soglo. Elles consacrent également l'intronisation du successeur de date, Tomalia Ruizreweke, parti rejoindre les ancêtres l'année dernière. Ce ralliement des descendants Soglo au palais central Ouéronji marque aussi la fin heureuse d'un processus enclenché depuis plusieurs mois. C'est dans l'unanimité, dans un consensus général, que nous avons dégagé celui qui tout à l'heure sera intronisé par le roi Dewenondi. Vous allez constater que nous sommes très nombreux ici. C'est la preuve que c'est ensemble, comme un seul homme,
que nous sommes venus soutenir notre père qui va aujourd'hui être intronisé. Devant les membres de sa famille, ceux de la cour royale et bien d'autres invités, le nouveau Daha a effectué étape par étape tous les rituels pour son intronisation. Comme l'exige la tradition, l'ultime phase qui consacre définitivement Daha Soglo est revenue à Dada Dewenon de Béanzin, à la suite des bénédictions du roi du Dahomey. Le nouveau chef de collectivité est appelé à faire connaître publiquement son nom fort. Daha Bimando Khoussi, qui n'a 6 ans, Pote Fenji Lamalia, exécute alors ensuite ses premiers pas de danse au rythme du Hungan. Par la grâce de Dieu, je pense que tout ira bien. Je pense que lui maintenant qu'on vient d'introniser comme son prédécesseur, je ne vais pas le lâcher. Je vais le suivre, je vais l'assister, je vais l'appuyer et je serai derrière lui jusqu'au dernier jour. J'ai un sentiment de fierté. Fierté d'appartenir à ce royaume de Dahomey et à cette famille Soglo qui est empreinte de beaucoup de traditions, de beaucoup de coutumes, de rituels qu'on ne peut jamais abandonner. Avec le sacre de son nouveau chef de collectivité, la famille Soglo peut se réjouir d'être dans les normes. De quoi renforcer l'unité et la cohésion au sein des descendants de l'un des guerriers défenseurs du royaume au temps jadis. Et puis ainsi prend fin ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et jusque-là, portez-vous bien. Très bon week-end.